Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal, dans l'actualité de ce dimanche. La 78e session générale des Nations Unies accorde une place importante à la santé. Une rencontre de haut niveau sur la couverture universelle a réuni plusieurs pays dont la Côte d'Ivoire. Le ministre de la Santé et de la couverture maladie universelle, Pierre Demba, a présenté le bilan de la couverture maladie universelle dans notre pays. Cela conformément à l'atteinte de l'objectif de développement durable 3. Et puis, le village de Niangban, dans la sous-préfecture de Djebonoua, bénéficie du soutien de la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Ce village, dont au moins 8 habitants sont morts des suites d'une intoxication alimentaire. Miss Belmondo a apporté la compassion du gouvernement aux parents des victimes. Plus de 9 millions de francs CFA en espèces et en vivres donnés au nom du président. Le dossier de la rédaction est consacré ce dimanche à l'éducation nationale. Nous verrons comment l'école ivoirienne fait face aux difficultés d'apprentissage au primaire en lecture, écriture et mathématiques. Le projet d'amélioration de la prestation d'un service éducatif mis en place en 2018 porte-t-il ses fruits? La réponse dans un peu plus de 7 minutes. Voilà pour le sommaire, vous suivez le 23h et quel meilleur choix pour vous informer. Et pour commencer, ces images du vice-président de la République de retour des États-Unis où il a pris part à la 78e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'ONU. Tiemo Komeyet Kone a été accueilli par des membres du gouvernement à son arrivée à Abidjan. Pour rappel, le vice-président s'est exprimé au nom d'Alassane Ouattara lors du débat général sur la situation mondiale et l'accompagnement de la Côte d'Ivoire en faveur d'importantes thématiques. Et puisque nous parlons de l'Assemblée générale des Nations Unies, la délégation ivoirienne participe à plusieurs rencontres de haut niveau. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Demba Pierre, a pris part à une rencontre sur la couverture sanitaire universelle. Le ministre ivoirien a notamment fait le bilan de l'assurance santé pour tous dans notre pays. Cela conformément à l'atteinte de l'objectif de développement durable 3, santé et bien-être. Les explications de Mahama Traoré. Faire bénéficier à chaque être humain une couverture maladie d'ici 2030. C'est l'engagement pris par les États du monde en 2015 à travers l'adoption des objectifs de développement durable. En Côte d'Ivoire, cette volonté s'est traduite en actes par une loi instituant la couverture maladie universelle. À cette rencontre de haut niveau sur la couverture sanitaire universelle tenue à New York, en marge des travaux de la 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies, le ministre ivoirien de la Santé dresse le bilan de son pays en la matière. Pierre Demba affirme qu'à ce jour, environ 5,2 millions de personnes, soit 17% de la population ivoirienne, est couverte par une assurance maladie, contre seulement 6% en 2016. L'ambition du gouvernement est de porter ce taux à 35% d'ici 2025 et il s'en donne les moyens par la mise en œuvre d'un plan national de développement sanitaire visant à améliorer l'accessibilité aux offres de soins. Construction, réhabilitation et équipement de centres de santé sont également des piliers de ce plan. À cette tribune, Pierre Demba réaffirme l'engagement de la Côte d'Ivoire à tendre vers la couverture sanitaire universelle en 2030 et appelle les partenaires financiers à aider les États à faire face aux défis de la mobilisation des ressources. En Côte d'Ivoire, un secteur d'activité présente d'importantes opportunités d'investissement. Il s'agit du secteur des ressources animales et halieutiques. Le ministre Sidi Tiemoko Touré a présenté ces opportunités jeudi dernier aux chefs d'entreprise ivoiriennes. Il était l'invité de la 4e édition du Focus PND, une rencontre d'échange organisée par la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. Le reportage de Jean-Jacques Kouamé. Cette 4e édition du Focus sur PND, Plan national de développement, a permis au secteur privé d'avoir des informations sur le programme stratégique de transformation de l'aquaculture lancé en 2022. Notre souhait est non seulement de connaître la part active que prendra le secteur privé dans la réalisation de toute cette ambition, mais aussi de savoir comment le gouvernement peut faire émerger des champions nationaux dans ces différents sous-secteurs. L'invité de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, le ministre des Ressources animales et halieutiques, a présenté la production nationale de son ministère. Ses besoins ne couvrent que 44% des produits en viande, 16% des produits halieutiques et 19,1% des produits laitiers. Des opportunités d'investissement estimées à environ 1049 milliards et dont le secteur privé occupe une place de choix. La première opportunité porte sur la mise en place d'unités de production d'intrants aquacoles. En effet, l'atteinte de l'objectif de 150 000 tonnes de poissons est assujettie à la fourniture et à la satisfaction
des besoins en intrants, soit un chiffre d'affaires global estimé à près de 385 milliards de francs CFA. La seconde opportunité est la mise en place d'unités de production aquacole, le poisson marchand, de transformation, de conservation et de commercialisation. Une véritable opportunité d'investissement qui en découlerait serait estimée à environ 900 milliards de francs CFA pour ce qui concerne cette autre partie de la chaîne de valeur aquacole. À travers les questions-réponses, le secteur privé a mieux cerné les différentes opportunités d'investissement du secteur des ressources animales et halieutiques, un secteur dont la contribution au produit intérieur brut est de 2%. Et dans le district de Yamoussoukro, la nutrition, l'alimentation et le développement de la petite enfance sont au cœur des priorités. Les préfets et les responsables des organisations non gouvernementales ainsi que les membres des comités régionaux de nutrition ont été formés, vous allez le voir, à la planification des projets et le suivi et évaluation des programmes. C'est une initiative qui devrait à terme améliorer les questions de nutrition, d'alimentation et de développement de la petite enfance. C'est ce que nous montre Soro Corona. La malnutrition, la sous-nutrition et le développement de la petite enfance retiennent l'attention du gouvernement depuis 2014. Pour relever ces défis, un comité national pour la nutrition, l'alimentation et le développement de la petite enfance, sous l'égide du Premier ministre, est mis en place en 2019. En région, ces comités sont dirigés par les préfets. Les notions de planification stratégique et opérationnelle, ainsi que celles de suivi et évaluation, constituent des enjeux clés dans la réussite des projets. D'où ce renforcement des capacités des acteurs régionaux de la nutrition, de l'alimentation et du développement de la petite enfance à Yamoussoukro. La Banque mondiale qui a accordé 42 milliards à l'État de Côte d'Ivoire, qui couvre 14 régions. Et ensuite, il y a la Banque islamique de développement, a accordé 32 milliards à la Côte d'Ivoire, qui commence aussi en octobre. Et pour faire cela, il faut suivre et évaluer le travail qui est fait. D'où la rencontre d'aujourd'hui, pour pouvoir planifier, évaluer et suivre ces activités. Cette rencontre vise donc à outiller les animateurs des corps nappés pour les rendre aptes à répondre aux besoins de la petite enfance dans leurs circonscriptions administratives respectives. Plus de 100 participants, composés de préfets, sous-préfets et des membres d'ONG, prennent part à cet atelier de renforcement des capacités. En même temps qu'on fait la sensibilisation des populations, que les cadres aussi soient sensibilisés à l'importance de ce projet, parce que grâce à ce projet de nutrition qui est soutenu par le chef de l'État, nous voyons les enfants reprendre goût à la vie. Les comités régionaux de nutrition, d'alimentation et de développement de la petite enfance ont pour mission de faciliter la mise en œuvre des interventions au niveau régional. Les résultats du concours d'entrée dans les établissements professionnels pour l'année scolaire 2023-2024, un taux de réussite de 72,73%, 17 010 candidats déclarés admis sur 23 396 au CAP, au BT et au BTS. Ces résultats ont été rendus publics par le directeur des examens et concours du ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, Issa Tchonanyo. Sur les 24 786 candidats qui avaient été enregistrés, 1400 candidats ont été absents et finalement, c'est 23 386 qui ont réellement composé. Sur ces 23 486, nous avons enregistré pour le CAP 4 968 candidats admis contre 5 769 candidats, soit un taux de réussite de 86,12%. Pour le BT industriel, sur 10 267 candidats, 6 371 ont été déclarés admis, soit un taux de réussite de 62,05%. En ce qui concerne les BT tertiaires, sur 3 152 candidats, 2 794 ont été déclarés admis, soit un taux de 88,64%. Pour ce qui concerne les BTS tertiaires, nous avons enregistré un taux d'inscrits de 3 590 et sur ces 3 590, 2 466 ont été déclarés admis, soit un taux de 68,69%. Pour les BTS industriels, sur 2007 candidats enregistrés, 400 ont été déclarés admis, soit un taux de réussite de 19,93%. Au total,
sur les 23 386 candidats, 17 010 ont été déclarés admis, soit un taux de 72,73%. Pour ce qui est de la consultation des résultats, ils pourraient être consultés sur le site de la Direction des examens et concours, qui est dexi.net. Ils pourraient également être consultés sur le site R6, qui est le site du ministère. On arrive à présent à la question de ce 23h. Le projet d'amélioration de la prestation des services éducatifs a-t-il réussi, 5 ans après sa mise en œuvre, à relever le niveau des apprenants du primaire? Ces élèves qui avaient d'énormes difficultés en lecture, écriture et mathématiques. Le projet est né pour soigner ces carences, accroître l'accès au préscolaire et améliorer l'apprentissage des élèves. Dans ce dossier, Eugène Toubé répond à la question et dresse le bilan de ce projet utile à l'éducation nationale. À l'école primaire publique Casso de Sucre 2, dans la direction régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation de Ferkessé-Dougou, une élève fait la fierté de l'établissement. Son nom, Boni Aminata. Une petite fille alerte et dégourdie qui prend toujours plaisir à étudier. Aujourd'hui, elle récolte le fruit de son ardeur au travail et rêve grand. Avant d'aller à l'école primaire, j'étais en classe passerelle. J'ai bien travaillé. On m'a fait partie dans l'école CE4 et à ce moment, j'ai fait la classe CM2. Je vais être docteur. L'ONG travaille avec des enseignants bénévoles recrutés qui ont le niveau déjà de BEPC. Le PAPS nous assure le financement pour leur formation. Le PAPS assure l'équipement des classes et va jusqu'à nous donner les moyens pour la prime mensuelle des enseignants. La petite Boni Aminata en est la parfaite illustration. Après ses classes passerelles, elle a intégré l'école classique à l'EPP de Sucre C4 où elle va préparer l'entrée en 6e et l'examen du CEPE cette année scolaire 2023-2024. C'est une seconde chance que cette petite fille de 11 ans a su saisir grâce aux classes passerelles. Un enfant non scolarisé est un adulte analphabète en devenir. Les classes passerelles permettent justement à l'État de Côte d'Ivoire de récupérer ses enfants et de leur accorder ce droit à l'éducation. 4 organisations non gouvernementales spécialisées bénéficient du soutien du PAPS en termes de moyens financiers et matériels nécessaires pour la création de classes passerelles ou écoles de la seconde chance dans les 6 régions d'intervention du projet que sont la Bagoué, le Béré, le Bunkani, le Kabadougou, le Poro et le Kyologo. Les instituteurs, les directeurs d'école et la chaîne d'encadrement que constituent les conseillers pédagogiques et les inspecteurs de l'enseignement préscolaire et primaire sont un important dispositif dans l'atteinte des objectifs du PAPS. À leur bénéfice, un assortiment d'activités est mis en œuvre pour améliorer les pratiques d'apprentissage des élèves. Il y a eu une formation en lecture et 2 formations en mathématiques. J'ai des guides pédagogiques, les décodables, les déchiffrables. Chaque mois, on organise des journées pédagogiques avec toutes les écoles du projet sur un thème. Quand on fait nos bulletins de visite, on voit vraiment les maîtres respectent ces différentes pratiques. Aujourd'hui, les résultats de l'apprentissage, de la lecture-écriture et des mathématiques sont satisfaisants grâce à la méthode PAPS. Au projet, mon enfant apprend mieux à l'école. Ces 2 disciplines déterminantes de l'éducation de base sont enseignées et apprises à partir de nouveaux outils conçus par les équipes de la direction de la pédagogie et de la formation continue, DPFC, sous tutelle du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Il faut ajouter à ça les guides que nous avons. On peut dire que ça diminue véritablement le travail de l'enseignant. On souhaite que ce projet-là prenne toute la nation, de sorte que tout le monde bénéficie du bienfait de PAPS. Nos élèves vont pouvoir comprendre ce qu'ils font, ils vont pouvoir aimer ce qu'ils font, ils ne vont plus avoir la phobie de la lecture, ils ne vont plus avoir la phobie des mathématiques. Ils sont au centre et ils sont des acteurs actifs, n'est-ce pas, du processus d'apprentissage. À l'objectif d'amélioration des résultats d'apprentissage dans les écoles primaires bénéficiaires du PAPS s'ajoute celui de renforcer l'accès à l'éducation préscolaire. Dans cette perspective, le PAPS a permis la construction d'infrastructures au préscolaire. Après 5 ans de mise en œuvre, ce sont 117 centres préscolaires communautaires et préprimaires qui ont été construits
équipés et pourvus de blocs latrines. Les enseignants de qualité y ont été affectés et ces établissements bénéficient d'un système de suivi de l'enfant. Si l'enfant n'a pas l'âge requis et qu'il va au CP1, il va sans dire que cet enfant, sur le plan social, sur le plan socio-affectif, sur le plan intellectuel, sur le plan physique, l'enfant aura un retard énorme sur son développement psychologique. Centre préscolaire communautaire et école primaire PAPS. Les communautés bénéficiaires s'en félicitent au regard de l'impact de ces centres d'apprentissage dans le fonctionnement desquels elles s'impliquent fortement et sur lesquels aussi elles portent une haute attention vu que le PAPS a opéré un transfert de compétences aux communautés dans une démarche de développement participatif. Aujourd'hui, avec PAPS, ces bâtiments, c'est les enfants eux-mêmes qui ont envie d'aller à l'école. Les enfants viennent d'eux-mêmes sans que les parents ne se déplacent avec l'enfant. Donc, il faut dire que PAPS, en tout cas, a changé. PAPS nous a vraiment aidés. À ce jour, 150 communautés dépourvues d'infrastructures ont vu leurs enfants accéder à l'éducation. 4518 enfants des écoles passerelles seront réintégrés dans les établissements formels cette année scolaire 2023-2024. De l'avis des pédagogues, une bonne perspective pour l'accroissement de l'accès à la maternelle et l'amélioration de la qualité des apprentissages et des résultats scolaires. Projet PAPS, le défi de la performance, un dossier proposé par Eugène Atoubé. Le Dimanche Magazine s'est intéressé à 13h à l'École des Talents, un concept du groupe immobilier Kaidan Group en partenariat avec le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle. L'invité, Stéphane Afro, directeur général du groupe, est revenu en long et en large sur le concept. Je vous propose de suivre un extrait. L'École des Talents, c'est une initiative du groupe Kaidan, une initiative de formation. Elle permet de recruter chaque année à minima 250 jeunes pour les former au métier du bâtiment, de la construction et puis peut-être d'autres métiers après. C'est une initiative qui est soutenue par le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle. La première étape, ils ont posté leur candidature sur la plateforme. Ensuite, on a analysé les dossiers. Quand les dossiers ont été analysés, il y avait 800 qui étaient éligibles. Et les 800 ont participé à des tests et les tests ont permis de sélectionner 300. Les 300 sont passés en l'examen médical et l'examen médical a révélé que 250 étaient en capacité de faire les métiers pour lesquels ils se projetaient. Le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle garantit le processus éducatif que nous mettons en place pour ces jeunes. Donc ils participent à la sélection, ils participent à la formation théorique, ils participent à la formation pratique et ils délivrent le diplôme, le certificat de qualification professionnelle. Et le groupe Kaidan finance les opérations et intègre ces jeunes dans son dispositif économique. Souvenez-vous, il y a à peine une semaine, plusieurs habitants du village de Niangban, dans la sous-préfecture de Djebonois, au centre du pays, sont morts d'une intoxication alimentaire. L'amertume et la désolation se sont depuis lors emparés de ce village. La ministre de la Solidarité y est allée apporter la compassion du gouvernement. Plus de 9 millions de francs CFA en espèces, des vivres et non-vivres ont été offerts au nom du président de la République, Alassane Ouattara. Jean-Yves Zadi, Charles Tatou. Des sacs de riz, des bidons d'huile, mais aussi des dons en espèces offerts aux familles des victimes et aux populations du village de Niangba dans la sous-préfecture de Djebonois par la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Par ce geste, Belmonde Dogo vient apporter la compassion du gouvernement suite au drame causé par l'intoxication alimentaire qu'a connue cette bourgade. Miss Belmonde Dogo profite de cette rencontre pour sensibiliser les populations sur l'utilisation des pesticides avant d'inviter les populations à cultiver la paix, la tolérance et à se détourner de l'esprit de vengeance. Il n'y a pas de mot pour qualifier un parent endeuillé, parce que lorsqu'un père ou une mère perd son enfant, ce n'est ni un veuf ni une veuve. Mais pour nous, il est important d'avoir une campagne sur l'utilisation des pesticides dans nos villages. Nous avons pris en compte les doléances du village, mais ce que nous voulons dire aux parents de Niangban, c'est de ne pas chercher une main mystérieuse. Il n'y a pas de maladie mystérieuse ici. C'est un drame qui touche toute la nation. Nous sommes à leur côté.
Message bien perçu par la chefferie qui s'engage à œuvrer auprès des communautés du village afin d'adoucir les cœurs et de garder un climat apaisé. Nous allons tous accepter le pardon de Madame le ministre. Le dernier mot, c'est le pardon. Et comme elle a voulu venir encore dans 6 mois nous réconforter, nous attendons son arrivée. À ce jour, ce sont 9 enfants de 3 à 13 ans qui ont perdu la vie. Dans un autre chapitre, le nouveau conseil municipal de Daloa s'est tenu le lundi 18 septembre 2023 dans la salle des fêtes de la mairie. Ce conseil, issu des élections municipales du 2 septembre dernier, a été fait en présence de plusieurs autorités administratives, politiques, traditionnelles, mais aussi des directeurs et chefs de service ainsi que des organisations de la société civile. Abou Sanogo. Sur les 60 conseillers municipaux de la commune de Daloa, parmi lesquels 49 du RHDP, 7 de la coalition PDCI, PPACI et 4 de la liste indépendante, 58 ont répondu présents à la rencontre marquant l'installation du nouveau conseil municipal à la salle des fêtes de la mairie. Une étape suivie de l'élection du maire et de ses 7 adjoints. Le premier magistrat de la commune de Daloa, élu avec 54 voix sur 58 votants, a salué la mobilisation des populations avant de remercier les conseillers pour ce vote massif. Nous avons un bilan inachevé et les populations ont donc donné l'onction de le terminer en 5 années. J'ai une équipe de sages qui m'entoure avec des moments donc très performantes. Une équipe aussi au niveau du conseil sera à l'écoute. Le préfet de région du Haut-Sassandra, préfet de Daloa, qui a présidé cette rencontre, a félicité les conseillers municipaux pour cette union sacrée autour du maire et de ses adjoints avant de leur prodiguer des conseils. Chers conseillers, conseillères, nous comptons sur vous, l'administration compte sur vous pour faire le travail de développement au profit des populations qui vous ont élus. Il s'agit de venir au conseil. Le conseil doit être animé. Je souhaite vraiment que l'union dont vous avez fait montre ce matin soit des mises au bout des 5 années de votre mandat. Les différents conseillers municipaux se sont engagés à travailler en symbiose avec le maire pour le bien-être des populations de Daloa. Et dans l'actualité politique, les populations des 19 quartiers de la commune d'Adjamé ont célébré le maire Farikou Soumaoro, réélu à la tête de la commune. L'événement a eu lieu le samedi 23 septembre. Farikou Soumaoro, reconnaissant de cet hommage, entend poursuivre et terminer les travaux entrepris pour le rayonnement d'Adjamé. Ahmed Traoré, Léon Brou. Ismaël Isaac, Roselyne Layo, Vital, Safarel Obiang et bien d'autres artistes en vogue en concert à Adjamé. C'est à l'initiative du maire Farikou Soumaoro pour dire sa reconnaissance aux populations des 19 quartiers de la commune et ce, pour la contribution de celle-ci à sa réélection. Ce deuxième mandat, Farikou Soumaoro le place sous le signe de l'achèvement des œuvres déjà entamées pour le rayonnement d'Adjamé. Nous avons commencé un travail pendant 5 années et nous avons fait une partie, mais il nous reste encore une grande partie à faire. Reconduit à la tête de la commune à l'issue du premier conseil municipal suivant le scrutin du 2 septembre dernier, le maire Farikou Soumaoro invite ses collaborateurs à la solidarité et au travail. Même appel à l'endroit des populations des 19 quartiers. Objectif, développement d'Adjamé. Les élections partielles du 2 septembre sont certes terminées, mais leurs évaluations, elles, ne le sont pas encore. Un groupe d'experts réunis à Abidjan évalue les perspectives de ces élections ainsi que des sénatoriales. Occasion toute trouvée pour jauger les forces politiques et faire le constat du climat qui prévaut en Côte d'Ivoire. Les explications de Souleymane Donisangou et Moussa Konaté. Le mois de septembre fut marqué par des élections locales, l'élection des conseillers municipaux et régionaux et celle des sénateurs. Après donc ces échéances, des experts dressent un bilan. Le RHDP a montré que le travail au travers du président de la République est la valeur qui doit pouvoir animer les Ivoiriens d'un point de vue individuel ou collectif. Le RHDP a travaillé. Les experts jettent aussi un regard sur la situation politique après la tenue de ces élections locales. La politique est dynamique, mais il faudrait que les uns et les autres se disent une chose. Comment nous projetons-nous pour pouvoir préserver et enrichir cet héritage que nous avons la chance en tant qu'Ivoiriens d'avoir préservé malgré les années de difficultés qui nous prédisaient la disparition totale de ces acquis-là.
Selon les résultats provisoires des élections sénatoriales, le RHDP remporte 56 sièges sur les 64. Le PDCI-RDA, avec 15 sièges lors de la précédente mandature, en obtient 6 et 2 sièges reviennent à des indépendants. Dans l'actualité sportive, on dira et de 16 pour la SEC Mimosa. Les Jaunes et Noirs ont remporté aujourd'hui même pour la 16e fois la Supercoupe Félix Houphouët-Boigny. Une victoire 1-0 contre l'AFAD aura suffi pour ce sacre, comme nous le montre Arsène Kouassi. Après avoir réalisé le doublé championnat et coupe nationale, la SEC Mimosa était face à l'AFAD dans le cadre de la finale de la Supercoupe Félix Houphouët-Boigny. Bien entrés dans le match, les jaunes et noirs s'offrent les meilleures opportunités, mais Wanlo Koulibaly par 2 fois et Diarasouba Salifou ne parviennent à trouver le chemin des filets. Un manque d'efficacité que les poulains de Julien Chevalier arrivent à corriger en seconde période. Entré en coup de jeu, Dagrou Armand délivre les siens suite à une belle action collective. Menés, les Lions d'Afad tentent de refaire leur retard, mais Guessam Binouel échoue face au portier de la SEC Mimosa. Un avantage d'un but que les protégés du président Maître Roger Ognien préservent jalousement jusqu'au terme de la partie. 1-0, score final. La SEC Mimosa remporte la 41e édition de la Supercoupe Félix Houphouët-Boigny. Et cette semaine a été chargée d'actualités en Afrique et ailleurs dans le monde. Dans le 7 sur 7, on se rafraîchit la mémoire avec l'essentiel de l'actualité de la semaine. Souleymane Doni Sangou et Abou Sanogo. 5 soldats maliens ont été tués et 11 autres sont portés disparus après l'attaque de 2 camps militaires revendiqués par une alliance de groupes armés à dominante Touareg dans le nord du Mali. La coordination des mouvements de l'Azawad, une alliance de groupes séparatistes dominée par les Touaregs, a revendiqué l'attaque et la prise de 2 camps militaires à Léré, au sud-ouest de Tombouctou. Le crash d'un hélicoptère militaire au Kenya, près de la frontière avec la Somalie, a fait au moins 8 morts lors d'une patrouille de nuit. La cause de l'accident n'a pas été précisée dans l'immédiat. Une commission d'enquête a été envoyée sur les lieux. Un responsable de la défense et un responsable de la police ont déclaré que tous les militaires et membres d'équipage à bord de l'hélicoptère étaient décédés. Noureddine Bongo Valentin, le fils aîné d'Ali Bongo, ainsi que 5 autres personnes ont été mises en examen et placées en détention provisoire. Tous les chefs d'inculpation, lors de leur arrestation, ont été retenus pour leur mise en examen. Il est accusé de haute trahison contre les institutions de l'État, détournement massif des deniers publics, malversation financière internationale en bande organisée, faux et usage de faux et falsification de la signature du président de la République. Le Maroc a annoncé un budget d'environ 11 milliards d'euros destiné à la reconstruction, au relogement et à la valorisation socio-économique des zones touchées par le séisme du 8 septembre. D'après le dernier bilan officiel, près de 3000 personnes sont décédées et plus de 5600 ont été blessées dans le séisme ayant touché la province d'Al Aouz au sud de Marrakech. L'ex-président de la Centrafrique, François Bozizé, aujourd'hui à la tête de la principale coalition rebelle, a été condamné par contumace aux travaux forcés à perpétuité à Bangui notamment pour complot et rébellion. Tout comme 2 de ses fils et 20 autres co-accusés, dont des chefs rebelles importants. Ils ont tous été condamnés aussi pour atteinte à la sûreté intérieure de l'État et assassinat selon le jugement lu par Joachim Pessiré, premier président de la cour d'appel de Bangui. Au moins 13 personnes ont été tuées et 20 autres blessées samedi dans un attentat perpétré avec un camion rempli d'explosifs lancé sur un checkpoint dans la localité de Beledouine, dans le centre de la Somalie. L'attentat survient au moment où le gouvernement somalien essuie des revers importants dans sa guerre déclarée contre le mouvement Al-Shabaab. Mogadiscio a demandé cette semaine à l'ONU un report de 3 mois du retrait des troupes de l'Union africaine prévu d'ici fin septembre. L'armée française et la préfecture maritime de l'Atlantique ont annoncé avoir saisi 2,4 tonnes de cocaïne au large de l'Afrique de l'Ouest dans le golfe de Guinée sur un bateau de pêche. Cette saisie est le fruit d'une enquête menée par la police fédérale brésilienne en coopération avec les services de lutte contre le trafic de drogue américains et anglais. Le bateau de pêche était en provenance du Brésil.
Nous sommes au terme de ce journal. Aux équipes techniques de rédaction, toute notre gratitude. À vous aussi, toute notre reconnaissance pour nous avoir suivis. L'information revient à 6h30 ce lundi sur RTI 1. Excellente soirée.